bonjour. Alors, bienvenue dans un nouveau vlog livresque. Nous sommes dimanche, post-tempête, mais avec des éclaircies. Par contre, luminosité un peu discutable, donc c'est pour ça que vous avez... ça paraîtra peut-être pas au montage, mais pour le moment, je suis un petit peu supportée avec un petit éclairage à point. Alors, dimanche tout doux. Dimanche, repos, pour essayer de repartir la semaine du bon pied. Et qu'est-ce qui se passe côté livre? Eh bien, je suis toujours dans ma lecture en cours que je vais peut-être essayer d'espérer terminer cette semaine, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai décidé d'entamer, comme maintenant c'est rendu la tradition, j'ai réalisé, comme je vous disais dans le dernier vlog, qu'à chaque début d'année, maintenant, on dirait que j'aborde une grosse brique. L'année passée, c'était Elisabeth George. Et l'année d'avant, je pense qu'il y a une année où j'ai lu 22 novembre 1963 de Stephen King, exactement dans ce genre de période-là. Mais cette année, c'est au tour de Ken Follett. Alors, c'est son fameux Never de Ken Follett. Donc, c'est l'avant-dernier. On vient d'en sortir un nouveau. Et donc, c'est encore un roman choral assez intense qui s'ancre beaucoup dans l'actualité pour une fois. Donc, je vais lire la 4e de couverture. En fait, je vais vous lire le résumé de l'éditeur pour la version française. Sachez que ça en dit beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire que vous sachiez un peu c'est quoi les grands tenants et aboutissants pour avoir envie de potentiellement le lire. Donc, je me lance, mais ça divulgage rien pour le moment. Donc, voilà. C'est parti. Une crise internationale va-t-elle déclencher une 3e guerre mondiale? De nos jours, dans le désert du Sahara, 2 agents secrets sont sur la piste d'un groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui poussent leur pays et la Corée du Nord, son allié militaire, vers un point de non-retour. Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter une guerre inutile. Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises dans un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles, même avec les meilleures intentions, des diplomates hors pair et des agents d'élite, empêcher l'inévitable? En espérant que ce cas imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde. Donc, ça commence comme ça. Et je vous dirais que c'est exactement le style de Ken Follett. Donc, comme à son habitude, il va nous habituer à un roman choral qui va se passer autour d'un événement ou d'un contexte historique ou social quelconque et qui va nous présenter les points de vue de diverses personnes qui vont être impliquées directement ou indirectement dans cette situation-là. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, on va avoir un bon bout aux États-Unis avec la présidente des États-Unis et son entourage. En Chine, au Tchad, dans le désert du Sahara, on va avoir 2 points de vue. Et qu'est-ce que j'oublie? Chine, États-Unis, Tchad. Pour le moment, ça va. Donc, on va passer de un à l'autre. Puis ça m'a toujours intéressé. C'est ce que j'avais aimé quand j'avais commencé la fameuse trilogie du siècle, que j'ai jamais terminée d'ailleurs. Oui, je sais. Donc, pour le moment, ça va super bien. Les personnages sont bien en place. Ça roule, comme on dit. Et c'est quand même une brique de 800 pages en anglais. Donc, je suis rendue ici. Donc, j'ai lu pas le quart encore. 200. Non, j'approche, dans le fond. Ouais, c'est un livre de 800 pages. Je suis à page 189. Donc, j'arrive bientôt au quart, en fait, du roman. Et ça me plaît bien. Je l'écoute en livre audio parce que je fais des déplacements. Mais je vais sans doute continuer quand même, essayer de le lire en livre papier, idéalement. Donc, comme j'ai congé aujourd'hui, j'ai congé demain, il y a des bonnes chances que je sois en mesure de faire avancer un peu aussi en livre papier. Parce que cette fois-là, c'est une excellente narratrice qui lit le livre audio. C'est January, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais c'est pas comme si j'écoutais le livre audio en raison d'une narratrice particulière, comme des fois, je vais vouloir poursuivre un livre audio quand c'est Hugh Fraser pour la Agatha Christie, ou je vais absolument réécouter des Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac. Dans ce cas-ci, c'est simplement utilitaire pour moi parce que je fais des déplacements puis j'aimerais ça faire avancer quand même cette lecture-là. Donc, si je peux faire avancer un bout en papier, tant mieux, ce sera ça. Sinon, je vais quand même essayer de glisser d'autres petites lectures, sinon ça va être un petit peu ennuyant pour vous parce que ça va vraiment être vraisemblablement la lecture qui va me suivre toute la semaine et peut-être même sur un prochain blog, on verra bien. Mais je vais sans doute essayer de lire quelques graphiques.
Dans le dernier vlog que je vous avais montré, c'était un dernier vlog vocal, j'ai reçu beaucoup de trucs, mais j'ai aussi emprunté des choses à la bibliothèque, dont l'adaptation en BD de la série Nevermore de Jessica Townsend. Donc ça me tenterait bien de me lancer là-dedans. Donc on va voir, peut-être que ce sera un petit peu des graphiques, peut-être des courts romans, je vais voir comment je vais m'enligner, mais de toute façon, vous savez que je vous tiens toujours au courant. Et voilà, je vais donc vous faire juste un petit coucou et puis lancer tout ça, hein, avec joie et bonheur. Alors c'est parti, sans plus tarder et sans tambour ni trompette. Allez, on se lance ça! Par l'aspect psychologique, par l'aspect, voilà, vraiment c'était très intéressant. Donc voilà, surtout pour son aspect psychologique, je trouvais ça extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça se lit très très vite. Voilà, ça peut être un peu déroutant, hein, je tiens quand même à le dire, mais ouais, moi j'ai passé un très très chouette moment. Ensuite, j'ai lu Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Cái Mei, j'espère que je le prononce bien, qui est une nouveauté de la rentrée d'hiver chez Charleston. J'avais très très envie de le lire, j'ai pas lu le précédent. Et bonjour, alors je vous reprends en ce mercredi fort ensoleillé, pause du midi, mais petite face parce que, je sais pas, les microbes reviennent, je pense, je sens que ça va être un janvier comme ça. On s'en souvenait plus, avant la grande période COVID, c'était comme ça, là on dirait que on a oublié que c'est des choses qui pouvaient arriver, donc je suis en plein là-dedans, donc si jamais je parle un peu du nez, c'est pour ça. Alors, je voulais vous faire une petite mise à jour, un petit compte-rendu de où j'en étais. Donc, pour le moment, cette semaine, je continue ma lecture en cours, qui est une lecture au long cours. Donc, le fameux livre Never de Ken Follett. Donc, je vous ai fait le petit résumé au début. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est sûr qu'avec Ken Follett, c'est toujours, ça se bâtit tranquillement. Puis éventuellement, il y a des choses qui vont être découvertes par le lecteur qui vont finir par tisser des liens à rebours. Puis donc, c'est sûr que plus je vais vous en parler, plus je risque de vous divulgacher. Mais sachez que j'aime vraiment beaucoup ça. C'est une lecture très exigeante. Donc, je la lis en lecture audio. Puis en voiture, ça m'arrive quand même de reculer quelques fois parce que c'est vraiment quelque chose, la façon dont la structure est faite, comme on passe, en effet, c'est un récit choral, donc on passe d'un personnage, d'un point de vue de personnage à un autre point de vue de personnage. Pas nécessairement à chaque sous-chapitre. À chaque chapitre, mais pas nécessairement à chaque sous-chapitre. Souvent, à chaque chapitre, s'il y a des sous-divisions, on reste quand même avec les mêmes, dans le même contexte. Donc, je vous rappelle qu'il y a un contexte qui se passe en Chine, un contexte qui se passe au Tchad, mais dans deux cellules différentes. Donc, au Tchad, puis au Tchad en migration vers l'Europe. Et dans le fond, une section qui se passe aux États-Unis avec, à la tête de cette section-là, la présidente des États-Unis, Pauline Green. Donc, on est vraiment en plein cœur de comment les conflits mondiaux se déclarent finalement, puis à quel point on se rend compte que souvent, ça va être des petites choses qui font en sorte que ça déboule, des escalades qui n'étaient pas nécessairement prévues, qui pour certaines personnes veulent dire quelque chose, pour d'autres vraiment peut avoir une toute autre signification. Donc ça, moi, ça me passionne. Ça me remue, ça me déprime un peu parce que c'est sûr qu'on se rend compte à quel point l'humain est tellement... En tout cas, on est comme autodestructeur. Mais je trouve ça vraiment fascinant. Ça m'a toujours fasciné à quel point on pouvait s'auto-peler-de-banaliser et en même temps inquiéter à quel point justement on pouvait s'auto-peler-de-banaliser. Donc, et puis les impacts que ça pouvait avoir. Donc, comme là, on est quand même en 2023, en tout cas, autour de ça, on est aussi dans un contexte de risque de guerre mondiale avec tout ce que ça implique comme ressources. Donc, on a le nucléaire, on a les drones, on a plein de choses. Donc, on est
par rapport peut-être à d'autres romans, des romans historiques qui vont revenir peut-être sur justement comment les grandes guerres se sont déclarées. Premièrement, on est dans l'anticipation, on n'est pas dans quelque chose qui se passe, mais on est dans quelque chose qui pourrait se passer sans aucun doute. Donc ça, c'est vraiment épeurant. Mais comme je vous disais, comme on n'est pas dans le passé où il y avait l'autre type de moyens, on est quand même, c'est encore plus remuant parce qu'on se rend compte que avec la technologie, ben on le sait déjà, là, mais on pense peut-être que c'est mineur, puis qu'il n'y a plus de guerre de tranchées, puis qu'il n'y a plus de gaz moutarde, mais il y a des choses comme aussi pires et qui se font de façon beaucoup plus insidieuse. Et il y a aussi les guerres de tous les jours, comme justement, je vous disais qu'il y a une partie au Tchad qu'on suit, une jeune femme qui décide de fuir le Tchad parce que elle sait qu'elle va mourir là, parce qu'il n'y aura plus de ressources à un moment donné. Il y a un manque d'eau majeur et tout. Et puis, ça, c'est une histoire de migration. Puis les histoires de migration, comme on les connaît, on a appris à les connaître. On a malheureusement appris, dans certains cas, à se désensibiliser. Puis c'est terrible parce que c'est toujours des histoires qui sont ben, terribles, je ne peux pas dire d'autres, au niveau humain. Et ça continue à se vivre maintenant. Donc, c'est vraiment, vraiment prenant. Donc, c'est sûr que je ne vais pas accélérer la lecture, mais je suis rendue à près de la moitié du livre. Donc, à la page, j'approche, là. 371 sur 800, donc près de la moitié. Et je le poursuis. Pour le moment, je ne l'ai pas encore lu en papier. J'ai juste eu l'opportunité de le lire en déplacement. Mais je vais voir si je le fais avancer cette semaine. Aucune garantie pour que ce soit terminé à la fin de ce vlog-ci. Comme je vous avais dit, j'aurais aimé ça, pouvoir vous le faire dans ce vlog-ci. Mais je pense quand même que ça va être une lecture qui va s'étendre sur peut-être 2 semaines. Faut quand même que je me motive parce que j'adore ce livre-là. Ça me fascine. J'aime ça retrouver les personnages. Mais comme je vous disais, les lectures au long cours, autant avant, j'en faisais énormément. Autant maintenant, comme ma concentration est un petit peu moins là, souvent, je me dis, oh mon Dieu, je vais jamais la finir, je vais jamais la finir. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement enlevant dans l'idée d'être dans un livre qui se construit au fil des pages sur une longue période. Ça permet tellement d'approfondir justement les personnages, leurs bagages, leurs interactions, puis que ça puisse avoir vraiment une influence sur l'action qui se passe, donc sur la trame et tout. Donc, j'apprécie beaucoup. C'est juste qu'il faut quand même que je m'auto-motive pour poursuivre comme une grande. Alors, ben voilà. Donc, ma lecture en cours est toujours en cours. Et par contre, ce que j'ai décidé de faire pour me motiver, c'est que j'ai décidé de l'inclure dans mon fameux Cold Winter Challenge. J'avais déjà un titre que j'étais censée lire, que j'ai tenté en livre audio, puis que je ne suis pas certaine que je vais lire en livre audio. Je pense que je vais continuer à lire. J'avais lu une adaptation en roman graphique de ce livre-là. Ça se peut que je poursuive là-dedans plutôt. Donc, c'était Voyage au centre de la Terre de Jules Verne pour le menu Féerie des fêtes et le sous-menu Deck the Halls, qui était un livre qui a une couverture rouge ouverte. Donc, c'était très mineur, c'était très en surface comme contrainte. Donc, l'édition que j'avais de Voyage au centre de la Terre, c'était les éditions facsimilées qui ressemblaient un petit peu à ça. Donc, la couverture était rouge, pourquoi pas. Mais là, comme vous avez pu voir, Never a une couverture rouge. Et comme là, ça va être une lecture au long cours, je trouverais ça chouette de l'inclure dans mon Cold Winter Challenge. Donc, ce sera donc le nouveau titre pour Deck the Halls pour le Cold Winter Challenge. Donc, c'est bien, ça me motive quand même un peu. Sinon, je suis passée rapidement en librairie dans les derniers jours parce qu'un livre qui venait tout juste de paraître et j'avais vraiment envie de découvrir. Et c'est le plus récent opus de l'autrice Mireille Gagné. C'est Frappe à bord, c'est chez La Peuplade. J'avais découvert Mireille Gagné dans son très particulier et singulier Le Lièvre d'Amérique. Si jamais vous n'avez jamais lu ça, ça vaut le coup. C'est tellement audacieux au niveau stylistique. Ça vaut vraiment le coup. C'est déroutant en même temps. Moi, j'avais adoré ça. Je pense que par expérience, on adore où on est. Mais moi, j'avais adoré ça. Donc, j'avais envie de poursuivre avec cette autrice-là. Et ben, je vais vous lire la 4e. Ça a l'air assez troublant, ça aussi. Donc, c'est parti. Province du Québec, 1942. Sur Grosse-Île, dans le fleuve Saint-Laurent qu'arpentent les sous-marins allemands, les gouvernements américains, britanniques et canadiens mettent en place un projet top secret. Des dizaines de scientifiques y sont réunis dans la plus grande discrétion afin de mettre au point une arme bactériologique nouvelle. Des décennies plus tard, à l'occasion d'un épisode de canicule d'une ampleur inédite, des accès de rage bousculent la petite ville de Montmagny et ses alentours. Elle semble se propager comme une épidémie à mesure que les frappes à bord se multiplient. Mireille Gagné fait preuve d'invention dans ce 2e roman, un livre écologique subtil et haletant qui nous recommande d'écouter ce que le vivant essaie de dire. L'équilibre est un état à retrouver.
Hein? On est quand même... Donc, j'imagine que le frappe à bord, c'était ça. Je sais pas trop. Mais, puis j'adore les éditions La Peuplade. Souvent, en tout cas pour celui-là, ça semble être encore le cas. C'est des courts chapitres. Là, ça a l'air d'être des entrées de journal. J'essaie de voir si je peux vous en montrer une plus clairement. Ouais, il y a des moments d'entrée, des moments où ça semble être plus le déroulement de l'action en général. Puis il y a d'autres moments où c'est des entrées de journaux intimes. Donc j'imagine qu'on va suivre peut-être différents personnages. Donc comme par exemple ici. Alors voilà, donc ça, j'ai pas le goût d'attendre trop pour le lire. Dès que je suis sortie de ma lecture au long cours, je pense que je vais me le faire pour pas que justement il reste trop longtemps dans ma pile à lire parce que souvent ces livres-là, les livres québécois, j'ai souvent une impulsion de le lire sur le coup. Le titre m'inspire, l'auteur m'inspire, puis finalement ça finit par passer, puis j'oublie, puis là ça reste dans ma pile, puis là l'impulsion est moins là. Alors je vais sans doute me faire ça très bientôt comme lecture. Alors voilà pour la petite acquisition récente. Et finalement, pour ceux qui étaient moins là, mais dans le dernier vlog, j'ai fait un book haul bibliothèque. Donc, j'allais chercher quelques trucs, j'en avais lu quelques-uns directement. Puis, j'ai comme 2 romans graphiques. C'est plus des BD, je pense, dans ce cas-là. J'ai une BD, mettons, puis une adaptation en roman graphique que j'avais vraiment le goût de lire. Donc, peut-être que je vais me lancer là-dedans cette semaine. Comme j'ai la lecture au long cours, je me sens moins à l'aise de commencer un autre roman. Mais comme je ne veux pas non plus passer ma semaine à juste vous dire que ça avance puis que j'aime ça, puis ça, c'est des lectures qui se font rapidement. Je vais peut-être y aller avec celui-ci. Donc, le plus récent opus de Alex A., qu'on a connu pour L'Agent Jean, donc Les Étranges, chez Presse Aventure. Et on parle ici d'ordinateurs quantiques. Et qui va exploser et que des virus, des antivirus professionnels vont être projetés dans notre monde et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais peut-être vous montrer une ou 2 planches pour voir. On est vraiment dans le même genre de visuel que pour l'Agent Jean. Donc, ça me tentait bien de découvrir ça. Donc, on est vraiment dans la BD jeunesse. Encore une fois, ici, on reste dans le jeunesse, mais c'est l'adaptation en roman graphique de la série de romans de Jessica Townsend, Nevermore. Puis ça, j'avais vraiment hâte de voir. Donc, c'est le tome 1. Je vais m'y plonger. Et c'est un monde magique, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un monde magique, mais un petit peu plus sombre, un peu à la Harry Potter, mais version côté sombre de la force, un petit peu. J'ai pas lu la série. J'avais l'intention de la lire, je l'ai pas lu. Puis là, je me suis dit que j'allais au moins commencer les adaptations en roman graphique. Peut-être que ça va me plaire. Puis ça va me motiver pour les lire en roman de toute façon. Encore une fois, je vais vous montrer quelques planches. Disons ceci et il y a vraiment un jeu sur la colorimétrie. Là. On sent, vous voyez que des fois c'est plus sombre, des fois c'est plus coloré. Donc voilà, c'est le petit topo pour la journée de télétravail et de microbes. Je vais vous reprendre dès que je peux. Puis voilà. Hein? À tout de suite! Hey, bonjour! Alors, je vous prends rapidement pendant ma petite pause dîner parce que j'ai lu le très étrange, le très singulier, Les Étranges d'Alex A. chez Presse Aventure. Alors, c'est un nouvel opuscule de cet auteur qui est connu particulièrement pour la série L'Agent Jean, qui fonctionne encore super bien, qui est vraiment populaire. Et ce que ça dit dans la... Je n'avais pas réalisé ça. Ce que ça dit dans l'introduction, c'est que c'est une histoire qui a été faite en 1 semaine. Donc, c'est un défi que l'auteur s'était mis. Donc, on voit ici, au départ, là, il nous explique un peu le processus créatif. Et c'est une histoire qu'il avait en tête puis qu'il avait vraiment envie de faire vivre puis qu'il a décidé de se mettre un défi de le faire assez rapidement. Donc, ça donne quelque chose de très chouette, très intéressant. Donc, comme prévu, je me souviens plus si je vous avais lu la 4e, mais je pense que oui. Mais en gros, ça dit à l'arrière que lors de l'explosion d'un ordinateur quantique, il y a 5 puissants antivirus professionnels qui vont être projetés dans une autre dimension qui est hostile et inconnue, la nôtre. Donc, on va retrouver ces petits personnages-là ici qui ont tous des prénoms bien singuliers et qui font un petit peu penser quand même aux personnages de... je me souviens plus. Le film qui met en scène les émotions dans le cerveau, ça fait un peu penser à ça. Je pense qu'ils sont assez typés. Il y en a un qui est un peu rigolo, un petit peu naïf, un qui est plus colérique, évidemment, le rouge. Donc, ils ont tous des noms et des caractéristiques assez particulières. Et...
On va les voir évoluer sur Terre une fois qu'il va y avoir eu l'explosion de l'ordinateur quantique, qui est d'ailleurs mis en scène, ça a un gros parallèle avec, disons, une explosion nucléaire, parce qu'on parle ici du cœur de l'ordinateur quantique dont il faut réguler la température et tout ça. Puis vraiment, on a ici, là, ça faisait quasiment penser à... Donc, ils n'arrivent plus à régler la température, puis ça explose exactement comme ça. Puis eux sont projetés ici. Donc, ils vont découvrir tranquillement, ils vont s'incarner dans des êtres vivants qui sont, de ce que je comprends, un ours, un lapin, une grenouille, un castor et un renne. Un renne, je pense, ouais. Et parce qu'il se fait piquer sur le bout du nez, je viens de réaliser, là. Petit renne au nez rouge. Et ils vont garder leur tempérament de antivirus professionnel, mais évidemment, ils vont avoir un corps vivant. Puis ça va être la première fois qu'ils vont expérimenter la matière solide. Donc, eux autres, c'est des concepts virtuels. Puis, dans le fond, ça va être vraiment le côté un peu... C'est quasiment comme la genèse. Ils arrivent ici, ils découvrent un peu le monde. Ils veulent à tout prix retourner dans leur monde virtuel, mais leurs essais demeurent quand même relativement infructueux et éventuellement, ils vont devenir les héros un peu ils vont se rendre compte qu'en voulant justement retourner dans leur monde, ils vont devoir prendre les ressources de celui sur lequel ils sont, donc la Terre, et ça a un impact et que ça va créer des catastrophes et qu'ils vont devenir être en mesure de pouvoir sauver les gens qui habitent sur Terre, les animaux qui habitent sur Terre. Et ils vont se trouver à la fin un lieu. Et sans vous divulgacher, je vous dirais que c'est un peu rapport avec le type de caractère qu'on a là. Donc, un petit clin d'œil aussi justement à, je dirais, la Genèse, l'histoire du monde, les différentes notions liées à certaines religions, les croyances, tout ça. Donc, c'est super intéressant. J'ai bien aimé ça. C'était rigolo. Je pense que j'aurais pu quasiment plus... Je pense que c'est un one-shot. Je vois pas de ta maison. J'aurais peut-être pris ça encore sur peut-être plus de pages, mais c'est une belle proposition. C'est une belle proposition qui amène à la réflexion, qui amène à la prise de conscience aussi. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé justement les personnages. J'ai trouvé que peut-être l'intrigue était un peu rapide en même temps. Ça reste que c'est un format one-shot pour les enfants, donc souvent on boucle un petit peu rapidement les boucles. Puis, c'était peut-être un petit peu plus... ce que j'ai trouvé particulier, ça, c'était peut-être un truc que je suis pas certaine en fait si j'ai vraiment adoré ça ou pas, c'est que les personnages agissent quand même un peu plus comme des enfants, surtout le reine qui est un petit peu... puis ils ont un peu des raisonnements justement de base, disons, comme des gens qui arrivent qui sont en début d'apprentissage du monde, de la société, de leur rôle dans la société. Mais en même temps, il y a des notions qui sont liées, dans le fond, à l'intelligence artificielle, à l'informatique. Donc, c'est comme si je me disais, à qui ça s'adresse, en fait? Est-ce que ça s'adresse aux plus jeunes? Est-ce qu'ils vont quand même bien saisir les notions un petit peu plus poussées? En même temps, maintenant, c'est quelque chose qui est assez commun. Peut-être que c'est moi et mon âme de plusieurs printemps qui se demandent comment ça peut être reçu par les enfants, mais je serais bien curieuse de voir comment c'est reçu. Si jamais, c'est tout récent, là, ça c'est une nouveauté. Si jamais vous avez des jeunes qui ont lu, vous me direz est-ce qu'ils ont aimé ça, est-ce qu'ils en ont compris? Parce que peut-être que c'est juste mon cerveau d'adulte qui essaie de trop comprendre en même temps, puis que les jeunes vont simplement voir des personnages rigolos, de l'aventure, un peu de voyage interdimensionnel, puis en plus un petit côté écologique. Donc voilà. Donc c'était une bonne lecture. C'était pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Je pense quand même que j'ai préféré un petit peu la prémisse peut-être de la Jean-Jean dans le premier tome. C'était un petit peu plus d'humour. Mais on est vraiment dans la section super-héros, tandis que celui-là, c'est vraiment... on est dans une autre approche. Les personnages incarnent pas nécessairement des super-héros. Puis je pense que c'est surtout fait pour faire secouer un peu les œillères. Alors voilà, donc bonne petite lecture du midi. Et puis évidemment que je poursuis ma lecture du fameux Never de Ken Follett. C'est vraiment, vraiment remuant. J'admets que j'ai passé au premier passage dans les audio que j'ai avancé un petit peu plus vite parce que dans un des angles qu'on suit, donc qui est justement au Tchad, mais qui est les migrants qui tentent de fuir le Tchad, là, sans surprise, vous devez vous douter que pour les migrants, la vie n'est pas facile. Autant pour les hommes que pour les femmes, mais disons qu'il y a des trucs qui commencent à devenir un peu rudes dans la description. Ken Follett n'est pas trop le genre non plus à s'étendre trop sur le sujet, à être un peu dans le voyeurisme, sauf que ça reste quand même que même si c'était peut-être juste une page, à l'audio, c'est dur d'entendre ça. Donc,
Il y a quand même des petits bouts qui me confrontent pas mal, mais je suis vraiment prise par l'intrigue. J'ai dépassé la moitié, je suis rendue à la page 470, je pense. Puis, ben, c'est ça, comme je vous dis, je le bousculerai pas, donc sans doute que je l'aurai pas terminé pour samedi, la fin du vlog, mais c'est une lecture bien, bien, bien prenante en ce début de 2024. Alors, ben voilà, je vous laisse parce que mon dîner est terminé. Puis, ben, je vais reprendre dès que je peux. On passe ensuite au tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Forcément, j'allais le mettre dans ce top 12 de mes meilleures lectures 2023, puisque il a même surpassé le tome 1. Franchement, le tome 1, ça avait été un coup de cœur, mais là, c'est encore un plus gros coup de cœur. J'ai adoré retrouver les personnages de Mémoire de la forêt, mais bonsoir tout le monde! Alors, je vais faire un petit coucou rapido parce que, ben oui, j'ai encore décidé de, de dépenser. Qu'est-ce que vous voulez? Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Attention pour le bruit. C'est encore, comme à chaque fois, un petit peu épique d'ouvrir. Donc, je vais faire ça du mieux que je peux. Hop! Ah, j'ai démonté la boîte. Bon, on va régler ça. Oh, wow! C'est impressionnant. Ils ont mis des choses pour atténuer un petit peu le mouvement. C'est la première fois que je les vois mettre un petit peu de bourre dans une boîte. Ça n'a pas été très efficace, mais au moins, il y a eu un effort. Alors, c'est parti. J'ai décidé de prendre un Kenneth Oppel. Donc, Airborne. Ça m'intéressait quand même vraiment bien. C'est Matt Cruz. On va suivre Matt Cruz qui est un garçon de cabine dans le Aurora, qui est comme vous pouvez voir, un ballon dirigeable de 900 pieds, très luxueux et tout ça. Et il est dans le fond à l'emploi dans ce ballon gonflable-là depuis 2 ans. Puis, quand ils vont traverser, dans le fond, le Pacifique, il va être celui qui va finalement sauver, ça dit ici, le pilote inconscient d'une montgolfière. Et puis, juste avant de mourir, l'aérostier va dire à Matt que il a vu des créatures particulières voler à travers les nuages. Puis de ce que je comprends, c'est que, dans le fond, au départ, Matt ne le croira pas, mais il va finir par être confronté avec peut-être la réalité un peu de cette affirmation-là. Donc, Kenneth Oppel, déjà en partant, le dessin d'un dirigeable Airborne, cette espèce de prémisse-là, ça me tentait bien. Alors, c'est parti. Ensuite, je suis allée un petit peu de façon très... c'est un peu assez éclectique, vous allez voir. Alors, j'ai pris ensuite de Yellow Lighted Bookshop. Donc, c'est un mémoire, un history de Louis Busby. Puis, dans le fond, ça se trouve à être... Je vais juste relire... Dans le fond, c'est encore un libraire qui va parler un peu de son expérience de libraire. J'avais accroché un peu à ça parce que j'avais quand même lu un peu. Je me souviens, puis c'est quoi? C'est Mémoires d'un bookseller de Sean Bytel. Je vais vous mettre la vignette, mais ça m'avait bien tenté. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours aimé cette illustration-là que j'avais utilisée dans d'autres projets à l'époque. Et puis là, ben, je l'ai retrouvée, ça n'a pas rapport, là, l'illustrateur, c'est Quint Buchholz. Puis j'avais toujours trouvé que c'était super intéressant. Donc, ça m'a attiré le regard. Puis ça a donné que c'était un livre qui m'intéressait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre de la poésie récit. C'est le livre qui a le plus morflé dans l'envoi, je pense. Mais c'est pas grave. Donc, de Federico Garcia Lorca. Et j'ai décidé de prendre Poète in New York. Donc, si j'ai bien compris, c'est alors que Federico Garcia Lorca était un étudiant à Columbia, à New York en 1920-1930. C'est un des livres qu'il avait produit, dans le fond. Puis, je vais juste voir... ça a l'air que c'était comme un précurseur dans le domaine de la poésie, autant en Espagne qu'en Amérique.
Et puis, blablabla. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est des poèmes de son moment à New York, puis qui décrit un peu, je crois, la vie à New York. Donc, c'est super intéressant. Puis, je pense que c'est une édition bilingue que j'ai achetée. Donc, c'est ça, c'est une édition bilingue. Je l'avais vu dans la description, mais c'est pas grave. Donc, j'ai un côté en espagnol, un côté en anglais, bien entendu. Donc, ça va être différent, ça va faire différent. Puis, j'ai jamais lu de Federico Garcia Lorca. Ben non. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, c'est cool! Yay! Ça, c'est grâce à Rêve ta vie en lecteur, qui a tellement aimé Frost Art, qui était traduit en français, bien sûr. C'est dans ses lectures toujours doudou. Puis, en fait, je pense que c'est une trilogie. Elle a lisé en traduction en français, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'était une... Au départ, c'était écrit en anglais, puis ça m'a vraiment tenté. Puis en fait, faites pas le saut, si jamais vous avez vu les éditions en français, c'est pas la même couverture. Ça, c'est l'édition américaine et britannique, dans le fond, qui est comme ça. Donc, il y avait les trois à l'endroit où j'ai acheté les livres, mais comme je sais pas si je vais aimer ça, parce qu'on est quand même dans du fantastique, j'ai juste pris le tome 1 pour voir. Donc, c'est loin dans le Far East. Donc, à l'opposé du Far West, la partie la plus glacée de la Terre, le destin appelle H. Donc, je pense que c'est un orphelin, ses parents ont disparu, et puis, on est vraiment dans un monde de fantastique, en fait. Là. Je vais essayer de pas trop vous relire ça, puis je vais vous en parler quand je vais le lire, mais vraiment, on est dans aventure, fantastique, créature imaginaire. Puis c'est moins mon genre d'habitude, mais là, Louise de Rêve ta vie en lecteur en a tellement bien parlé que ça me tentait. Puis il y a des petites illustrations qui font un petit peu manga-esque, qui sont semées à travers l'histoire. Donc, voici pour Voyage of the Frost Art. Et sinon, c'est un que j'ai déjà lu, mais que c'était pour ma bibliothèque parce que c'est un incontournable. C'est parce que récemment, j'ai lu un Ben Atke. Si vous vous souvenez bien, c'était Things in the Basement. Donc, je me suis acheté pour mes rayonnages le premier tome de Zita the Space Girl, que j'avais lu en français au départ, là, Zita fille de l'espace. Puis cette fois-là, la traduction passe bien parce qu'on est vraiment dans le fantastique puis l'aventure. Mais je voulais vraiment l'avoir à la maison. Donc, si jamais vous n'avez jamais découvert encore ça, c'est une super histoire de space opéra aventure avec une héroïne au caractère fort. Et sinon, j'ai décidé d'acheter un Lucinda Riley, qui n'est pas la série que tout le monde connaît. Donc, Lucinda Riley, qui est une autrice très prolifique, malheureusement décédée très tôt dans sa vie, qui a été connue plus pour la série Les Sept Sœurs. Et puis, j'en ai entendu parler un peu partout. Je n'étais pas trop sûre si c'était vraiment mon genre, mais là, celui-là, j'ai décidé, vous allez sans doute rire, mais j'ai décidé de prendre The Royal Secret. Donc, ça se passe, évidemment, en Angleterre, je crois. Je vais juste voir. Ça parle de Sir James Harrison, le meilleur acteur de plusieurs générations, et du fait qu'il va mourir à l'âge de 95 ans. Il va laisser derrière lui une famille au cœur brisé, mais aussi un secret très choquant et qui pourrait techniquement ébranler tout l'establishment britannique. Mettons qu'on va dire ça comme ça. Donc là, étant donné que royauté britannique, Royal Secret, je me suis dit que c'est une bonne façon de commencer à découvrir le Lucinda Riley, même si c'est peut-être pas typique de son style, mais j'ai décidé d'y aller. Et enfin, j'ai décidé de renouer avec une autrice que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais découvert dans... Ça fait longtemps. On London, je pense. C'est en français, c'est L'ombre, je pense. Donc, c'est une histoire. Dans le fond, l'autrice, c'est China Méville. Puis, c'est une histoire où on a un Londres, puis un sous-Londres, dans le fond, qui est un espèce de monde où il y a des créatures fantastiques et un peu troublantes qui évoluent. Puis, on va voir, il faut quelqu'un qui passe entre les deux mondes. J'avais vraiment aimé ça. C'était une grosse brique, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, sans fond, j'ai décidé de lire celui-là qui est October, The Story of the Russian Revolution. Puis, je sais pas si j'ai... Je pense pas qu'il y ait de résumé parce que c'est un paperback. Il y a des blurbs, il y a des praises.
Parce que je pense quand même que c'est de la fiction, mais peut-être pas. C'est peut-être un essai quand même. Donc, je vais juste voir qu'est-ce que ça dit ici. Pour donner à une nouvelle génération de lecteurs un compte-rendu rafraîchissant de la Grande Révolution qui inclut toutes les découvertes dans les archives qui sont après 89, donc après la chute de l'URSS, ainsi que des recherches universitaires. Et puis, dans le fond, ça reste donc finalement du non-fiction. C'est ce que je savais pas, mais tant mieux, c'est bien correct. Et puis, dans le fond, ça dit que c'est un petit peu un tour de force qu'elle a réussi à rendre ça vivant et puis attrayant. Donc, ça va vraiment m'intéresser, ça. Donc, elle va par mois. Dans la Révolution, il y a des cartes au départ avec, évidemment, qu'on va partir de Petrograd. Puis, elle met une évolution par année. Donc, avant 1917, puis après ça, les mois de la Révolution jusqu'à Octobre Rouge, avec un épilogue. Donc, ben, je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était de la fiction, mais c'est une non-fiction. Tant mieux. Alors voilà, donc c'est l'espèce de récolte non prévue. Et voilà, 2024 encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, c'était un petit book haul spontané que je vous ai fait en habit du soir. Et puis, ben, je vais reprendre de toute façon dès que je peux. Je vous ai parlé de ma petite BD. Je vais essayer de peut-être lire la prochaine BD dont je vous avais parlé, qui est l'adaptation en roman graphique de Nevermore. Potentiellement, peut-être demain, avant d'aller au boulot pour pouvoir vous en parler. Mais sinon, je suis vraiment, mais vraiment pris dans ma lecture en cours, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc, le fameux Ken Follett. Donc, c'est plus ça, je pense, qui occupe entièrement mon esprit. Fait que je vais voir si je peux vous proposer d'autres petits trucs en attendant, parce que c'est sûr que là, comme je suis prise dans cette lecture-là, ben, je suis un petit peu omnibulée, puis je peux pas vous en parler tant que ça. Fait que je voudrais pas non plus que ce soit un vlog qui est un peu triste et un peu plate. Donc, voilà pourquoi vous avez droit à ce beau book haul-là qui vient d'arriver. Alors, sur ça, j'arrête de déblatérer et je vous dis à tout bientôt! Bonjour! Alors, je vous prends rapidement en cette fin de pause repas avec un éclairage un peu douteux, mais c'est que je viens de terminer une lecture que j'ai trouvée excellente, sans surprise, mais quand même. Donc, c'est le fameux premier tome de Nevermore, l'adaptation en roman graphique par L'Hermenier et Laboureau, donc d'après les romans de Jessica Townsend, et c'est chez Jungle. Je voulais quand même la 4e de couverture, j'en ai déjà parlé, puis c'est sûr que c'est inspiré de la vraie, dans le fond, de la série de romans, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire encore, la voici. Morrigan Crow est une enfant maudite. Au soir du merveillon, elle mourra. En attendant, tous les maux du monde sont attribués à la pauvre jeune fille. Et comble de l'horreur, avec près d'un an d'avance, les cloches du merveillon se mettent à sonner. Morrigan doit se préparer à sa mort imminente. À moins que Jupiter, son mystérieux et excentrique mécène, ne vienne l'arracher à une mort certaine pour l'entraîner dans le monde magique de Nevermore. Donc, à première vue, ça semble s'enligner pour une intrigue classique de fantastique, et en effet, c'est le cas. Donc, on est vraiment dans un monde qui est divisé en différentes zones, et il y a cette espèce d'étape-là qui est le merveillon, qui fait en sorte que tous les enfants qui sont maudits, donc qui sont porteurs d'un signe particulier, sont appelés à mourir le soir du merveillon, et dans le fond, ça fait en sorte que ça va faire cesser tous les malheurs qui leur ont été attribués. Donc, c'est la responsabilité de tous les malheurs pendant leur vie leur est attribuée parce que ce sont des enfants maudits. Donc, Morrigan Crow va échapper à tout ça. C'est pas un divulgateur, c'est au départ, et va finir par arriver justement dans la société Wondrous. Et elle va avoir été recrutée par le fameux Jupiter Nord, qui a décidé d'être son mécène, donc un peu son mentor finalement, et de la présenter aux épreuves pour voir si elle ne va pas être acceptée dans la société Wondrous. Donc, il faut être un enfant d'11 ans, il faut habituellement être entré légalement dans cette espèce de 5e zone
caché monde parallèle par rapport à une réalité qui ignore son existence. Donc, d'habitude, il faut rentrer de façon légale, mais là, Jupiter Nord a comme fait en sorte que Morrigan Crow entre là à la dernière minute parce que justement, le Merveillon est arrivé plus tôt cette fois-là. Et alors qu'elle avait 11 ans plutôt que 12 ans, ça aurait dû être aux 12 ans. Et il va la sauver in extremis, mais elle va être passée pas tout à fait. Ça va être comme une sans-papier. Donc, elle va entrer là et elle va apprendre qu'elle a 4 épreuves à passer dans l'année qui vient avant de savoir si elle va être acceptée ou non à la Société Wondrous. Et ce sont les épreuves éliminatoires, donc dans le fond, à chaque épreuve, certains candidats vont passer, d'autres non. Et puis, j'ai adoré ça. Donc, j'en avais entendu parler, puis c'est vrai que j'avais même la série chez moi. Je l'ai donnée finalement parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était dans ma pile à lire. Puis, je me demande si... Je sais pas si j'arriverais à tenir pour les romans, mais en tout cas, l'adaptation en roman graphique, j'ai vraiment adoré ça. C'était excellent. Même si on sent quand même... Je sais pas s'il va y avoir un tome de BD par tome de livre, parce qu'à date, c'est une trilogie, mais je pense qu'il attend un 4e tome. Mais peut-être que ça va être 2 tomes de BD par tome de roman, je sais pas trop. Mais bref, je trouve qu'en si peu de temps, on apprend à bien connaître les personnages principaux, on apprend à bien connaître l'univers de la société Wondrous. J'ai réussi à me familiariser avec les thèmes spécifiques. J'ai réussi à m'attacher à certains personnages puis à déjà commencer à détester d'autres personnages. Les épreuves vont bon train. Donc, en fait, je réponds à ma propre question parce qu'il y a juste 2 épreuves qui sont passées. Donc, techniquement, s'il y en a 4 en une année, j'en déduis qu'il va y avoir un second tome pour rendre compte de la deuxième partie du premier tome des romans. Donc j'ai réussi à m'attacher à ça. C'est enlevant comme rythme. Les illustrations sont excellentes. Là. Je vous ai montré quelques illustrations, mais moi, j'ai vraiment adoré ça. Il y a un petit côté... c'est à la fois précis et vaporeux. Donc, je ne sais pas trop si on va bien voir, mais je ne sais pas si vous voyez. J'ai vraiment aimé ça. Il y a beaucoup de texte, parce que c'est une adaptation d'un roman, mais j'ai trouvé que même s'il y avait beaucoup de texte, c'était pas trop chargé. En tout cas, on ne se sent pas étouffé par le texte, puis on ne se sent pas non plus perdu à travers tout ça. Donc, pour moi, en ce moment, c'est définitivement un coup de cœur. Bon, j'ai pas lu les romans, je ne sais pas si c'est fidèle au roman en tant que tel. De ce que j'ai pu voir dans les booktubers qui en ont parlé, qui avaient lu la série, ça semble être fidèle quand même. Mais moi, en fait, ce que ça me donne, c'est envie de lire les romans, finalement. Ben oui, c'est sûr que ça allait arriver. Mais voilà. Donc, vraiment, j'ai adoré cette lecture-là. J'ai juste hâte que le 2e tome paraisse, puis qu'il finisse par se rendre de l'autre côté de l'océan, parce que, évidemment, c'est fait en Europe. Mais bref, excellente lecture. Et sinon, j'ai également lu une autre BD ce matin, mais j'ai pas le temps de vous en parler maintenant. C'est une bande dessinée, ça s'appelle Wakan, et c'est une bande dessinée à laquelle j'ai eu accès, dans le fond, en service de presse par le biais de la plateforme NetGalley France. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard, peut-être demain, là, après le boulot, parce que là, j'ai pas le temps. Puis, ben, c'est une lecture qui m'a fait poser beaucoup de questions. Bon, on va dire ça comme ça. Fait que voilà, sur ces bonnes paroles, là, je vais devoir vous quitter et on se dit à tout bientôt! Hey, bonjour! Alors, je vous reprends au retour du boulot, finalement, pour vous faire un dernier petit coucou avant la fin de ce vlog-ci. Alors, comme promis, je vais tout d'abord vous parler de la bande dessinée que j'ai lue et à laquelle j'ai eu accès par la plateforme NetGalley France et grâce aux éditions Dupuis. Alors, c'est Wakan de Alexis Santenac, Max Lermenier et Brice Cossu. Je sais pas, je pense que c'est un premier tome. J'ai pas vu de ta maison, mais ça semble être un premier tome. Alors, je vais la 4e de couverture pour vous mettre un peu en contexte. Et sachez que si cette bande dessinée-là est déjà sortie en Europe, elle sortait, je pense, le 12 janvier. Mais ici, au Québec, ça sort seulement le 1er février. Alors, c'est parti pour la 4e. Paris, 1889. En pleine exposition universelle, un mystérieux tueur en série sévit dans les hauteurs de la Tour Eiffel. La jeune inspectrice Éléonore Kowalski peut compter sur l'aide de Jules Castignac, nouvelle recrue fraîchement diplômée et un tantinet excentrique pour débusquer le coupable. Il découvre un lien entre les meurtres et une créature divine baptisée Wakan. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que j'ai été attirée par cette bande dessinée-là en raison du visuel. Je vais vous avoir mis quelques petites planches avant. Et parce que j'avais vu Max Lermenier qui fait souvent des adaptations en roman graphique ou des bandes dessinées. D'ailleurs, il a participé, à moins que je me trompe, à la bande dessinée dont je vous ai parlé, qui est l'adaptation en roman graphique de la série
Nevermore, mon petit cerveau de fin de journée. Et évidemment, la quatrième de couverture m'avait attirée parce que, bon, mystère, enquête, inspectrice en 1889, donc déjà un petit peu peut-être un personnage féminin fort. Et ça avait un peu des allures de steampunk si on se fie à la quatrième de couverture, donc je me disais, tout est là. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une lecture très mitigée de mon côté. Je me pose quand même la question à savoir si j'étais la clientèle cible. Je l'étais peut-être pas. Donc, c'est ce que mon hypothèse, c'est ça. Peut-être que je n'étais pas la clientèle cible, ce qui fait que j'ai peut-être pris des choses plus au premier degré qu'en temps normal, ça aurait dû. Bref. Ce que j'ai trouvé de bien là-dedans, c'est sûr que j'ai trouvé que c'était une prémisse intéressante. Dans le fond, ça faisait voir justement l'époque de l'exposition universelle en mode steampunk. Ça, je trouve ça toujours fascinant. Avec évidemment la prémisse des meurtres qui se passent là. On sent tout de suite qu'il se passe quelque chose potentiellement qui a peut-être une dimension, peut-être en tout cas, qui se veut surnaturel dès les premières planches. Et évidemment, l'inspectrice, Éléonore, est quand même sympathique. Puis on va vraiment dans le steampunk, là, c'est comme une espèce de... C'est une petite punkette avec les cheveux de couleur, puis qui travaille dans un bureau de police où tout le monde est vraiment misogyne et tout. Évidemment, l'arrivée en scène du fameux Jules Castignac qui va venir lui prêter main forte pour essayer de résoudre ces meurtres-là. Parce que ce qu'on comprend vite, c'est que s'ils ne font pas, dans le fond, la Tour Eiffel va être fermée alors qu'on est dans l'exposition universelle. Donc, ça va créer tout un incident diplomatique. Donc, tout ça, je trouve ça intéressant. Ce que j'ai réussi à suivre dans toute ma lecture qui était en lien avec l'intrigue, puis avec la personnage principale, Éléonore, ça m'a plu. Après, j'ai trouvé que ça s'en allait un peu dans tous les sens et que c'était quand même tracé à gros traits. Les autres personnages sont tracés à gros traits, même le personnage secondaire de Jules Castignac, tracé à gros traits. On va vraiment beaucoup dans les clichés, puis même si c'est un personnage fort, les femmes sont très grosse poitrine. Bon, je sais que c'est un style visuel, là, mais je veux dire, c'est un peu... on n'allait pas trop en profondeur. Puis bon, vous allez me dire, c'est une BD, 68 pages, potentiellement, on ne va pas nécessairement en profondeur, mais j'ai déjà lu des BD justement sur le pari de l'exposition universelle qui trouvaient le moyen justement d'installer quelque chose d'intéressant, puis de un brin original avec des éléments originaux, puis sans nécessairement trop utiliser du gros fil blanc. Là, dans ce cas-ci, j'ai eu vraiment cette impression-là. Ça a bien commencé. J'ai trouvé que l'histoire était bien campée dès le départ, mais après ça, on a comme voulu intégrer peut-être trop d'éléments. Donc, il y a plusieurs revirements de situation. Je ne peux pas vous en dire parce que c'est une enquête. Donc, c'est ça, je ne pourrais pas vous dire grand-chose, à part qu'il y a plusieurs revirements de situation, plusieurs pistes qui sont lancées pour essayer de mélanger le lecteur. Une grosse référence à ce qu'appelle ici une créature divine, mais on sent que ça fait référence à, et d'autres qui appellent ça, je pense que c'est comme une spiritualité, ils disent indienne, mais je pense que c'est amérindienne, je pense. Donc là, on a quand même un petit peu le jupon qui dépasse là, des créateurs européens qui ont tendance à peut-être utiliser ça alors qu'on est vraiment rendu ailleurs en Amérique du Nord avec les Premières Nations. Là. Ça m'a un petit peu dérangé, je vous dirais. Mais c'est surtout le côté vraiment très grossi pour les caractères. Excusez, je suis bilingue, franchement. Pour les personnages. Et puis, que je trouvais, à partir du premier tiers, j'ai eu de la misère à suivre l'intrigue. Pourtant, je suis pas... je suis vive d'esprit. Mais j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai de la misère à savoir, finalement, que ça s'est bouclé un petit peu en 2 coups de cuillère à peau. Puis ça laisse une fin ouverte. Puis j'aurais préféré qu'on prenne un petit peu plus le temps, peut-être, même si c'est une BD, là, de développer, puis de donner le temps, peut-être, au lecteur de douter, de se faire un peu un chemin, puis de peut-être pas trop multiplier les pistes. Donc, c'est un petit peu flou, peut-être, ma critique, mais en gros, j'ai trouvé qu'il y avait des points intéressants. Ça avait tout ce qui... Ça promettait quelque chose de super intéressant, mais malheureusement, je trouve que ça a comme dérivé après le premier tiers. Puis malheureusement, tous les éléments que je trouvais positifs au début se sont avérés des choses qui m'ont dérangé. Puis qu'après ça, j'ai trouvé que ça va être un petit peu comme bouclé à la va-vite un peu. Donc, je suis pas certaine que s'il y a une suite, je vais le lire. Pardon. Par contre, si vous aimez, j'ai quand même vraiment aimé
À part les représentations féminines, mais sinon, l'univers visuel, j'ai quand même aimé. C'est toujours ça intéressant, le petit côté exposition universelle steampunk. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse comme univers, que vous aimez un petit peu les enquêtes, mais que vous n'aimez pas trop vous casser la tête, puis que le côté un peu trait de caractère, point, un peu trop grossi, ça vous dérange pas trop, parce que c'est pas tout le monde que ça dérange. Moi, ça montrait que ça m'a comme agacé, mais ça m'agace pas tout le temps. Si ça vous agace pas trop, pourquoi pas? C'est quand même quelque chose où le rythme devient rapide assez vite dans l'histoire, donc on est quand même relativement emporté dans l'histoire. Puis, c'est un espèce de BD d'ambiance un peu. Je pense qu'elle a quasiment été faite presque juste pour ça. Donc, pour qu'on se mette dans cette ambiance-là, qu'on retrouve les personnages, les deux personnages centraux qui semblaient vouloir porter tout ça, puis qu'on s'attache à eux. Mais comme c'est en BD, qu'on accélère les liens entre les personnages, ben là, on dirait que c'était comme... Tout était trop... C'était assez passé trop vite, puis il y a eu tellement de propositions que finalement, moi, je trouve qu'en tout cas, en tant que lectrice, on devient un peu perdu dans tout ça. Ou en tout cas, j'ai peut-être perdu l'attachement au personnage ou à l'intrigue en cours de route. Donc voilà pour ma petite lecture de Wakan chez Dupuis. Alors malheureusement, peut-être pas un grand succès, mais ça vaut la peine d'essayer. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Et sinon, j'ai terminé ma lecture audio finalement que j'ai étirée sur, je pense, une dizaine de jours, 10 jours, je pense, 10, 9 ou 10 jours. Donc, j'ai quand même lu assez vite finalement parce que c'était, je vous rappelle, un livre qui fait 800 pages, 23 heures de lecture audio. J'en ai lu en papier un petit peu hier parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Mais c'est le fameux, évidemment, Never de Ken Follett, donc en version française, Pour rien au monde. Et j'étais, encore là, j'étais comme, pour moi, ça a été enlevant jusqu'au peut-être 2 tiers. J'ai retrouvé avec plaisir la plume de Ken Follett. J'ai retrouvé avec plaisir ses structures narratives que j'aime beaucoup, qui sont de type roman choral, où on va se situer habituellement avec 3 ou 4 points de vue différents d'une même situation qui est habituellement mondiale. Des personnages qui viennent de différentes sphères de la société. Dans ce cas-ci, on était quand même un petit peu plus dans l'élite, mais il y avait quelques personnages, l'élite entre guillemets, là, je veux dire, c'est pas mon jugement, mais disons, soit l'élite politique ou les services secrets ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'on était on était un petit peu moins dans le côté comme dans sa trilogie du siècle où il abordait aussi des personnages qui faisaient partie vraiment de la population en général. Là, on est un petit peu moins là, mais par contre, c'est quand même assez diversifié. Donc ça, j'ai retrouvé ça avec plaisir. La construction des personnages pour Ken Follett, c'est tellement excellent. L'évolution des personnages au fur et à mesure de l'histoire, le fait justement qu'on multiplie les points de vue, ce qui fait que ça nous triture les certitudes de lecteur, c'est incroyable, surtout dans celui-là. Donc ça, tout ça, j'ai retrouvé ça avec plaisir. Évidemment que c'est en raison du sujet qui est abordé, donc sans trop vouloir vous dire, mais c'est vraiment, on va suivre en fait, on va assister à la genèse d'un conflit mondial, et non seulement d'un conflit mondial, mais d'un conflit nucléaire. Et en 2024, c'est sûr que c'est quand même un petit peu épeurant parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui est à un bouton d'envoi de missile près, et il y en a partout à travers le monde, ces fameux boutons-là de missiles nucléaires. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est vraiment la réflexion que ça nous fait faire sur la guerre, que les gens soient pour ou contre la guerre. Ken Follett a tendance souvent à nous faire voir que les points de vue peuvent pas être aussi tranchés. Ben, c'est-à-dire que dans la vie, c'est pas aussi tranché. C'est pas vrai qu'on peut avoir... Ben, on peut avoir une vision unilatérale, mais le fait d'avoir une vision unilatérale, ça nous amène aussi dans certains extrêmes, puis avec certains biais, puis certaines œillères qui font en sorte que ça peut avoir des conséquences, pas juste au niveau idéologique. Et donc là, on va vraiment toucher évidemment tous les extrêmes du cliché un peu de l'Occident ouvert, un super pouvoir, politique et mondial, une bataille entre les États-Unis et la Chine qui essaie de tirer un peu sur la couverte justement du pouvoir mondial, la grande pauvreté en Afrique. Donc, on a tout ça, puis ça amène vraiment, puis également aussi le terrorisme qui est un gros morceau aussi là-dedans. Le terrorisme, le trafic de drogue, mais surtout le trafic d'humains et l'esclavage. Oui, l'esclavage en 2024. Donc, tout ça, c'est abordé, puis c'est tellement proche de nous que c'est
c'est vraiment épeurant de réalité. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça a été une lecture que j'ai dû faire avec beaucoup d'attention. J'ai reculé souvent le livre audio des fois parce que ça pouvait être d'un 30 secondes à l'autre. Si pendant 30 secondes, j'avais l'esprit un peu ailleurs, je perdais un peu des nuances comme on passe vraiment quand même beaucoup d'un personnage à l'autre. Mais c'était pas par... pour moi, c'est pas un défaut du livre du tout. C'est juste que c'est une lecture qui est plus demandante. Puis parce que j'avais envie d'en profiter, parce que moi, c'est des choses qui me fascinent un peu, ben, qui m'intéressent, pas qui me fascinent, mais qui m'intéressent beaucoup, les coulisses du pouvoir, à quel point ça m'intéresse, en même temps, ça me décourage. Puis c'est ça que je vous dis, en fait, tout ce grand détour pour vous dire que ce que je trouve intéressant comme réflexion, c'est que ça amenait justement un point de vue sur la guerre que, bon, moi, je me considère quand même comme quelqu'un de pacifiste, mais en même temps, ça nous amène à voir, autant pour ceux qui sont, comme je vous disais, plus peut-être pro solution coercitive, mettons, solution violente et définitive et drastique, et ceux qui sont plus, mettons, pour parler nuances et tout ça, ben, dans les deux cas, ça amène à voir, ça force à voir tous les points de vue possibles, puis ça force à poser la question, qu'est-ce que je ferais dans ces situations-là, si j'avais ce rôle-là? Est-ce que je serais capable? Est-ce que mon point de vue, peu importe de quel côté ça se situe dans la sphère, pas la sphère, mais dans le spectre, en fait, là, du pacifiste et plutôt belligérant, disons, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Parce que dans les deux cas, ça a des conséquences. Fait que c'est ça qui est confrontant. C'est que ce soit qu'on soit du côté du pacifisme ou de la belligérance, ça a des conséquences. La belligérance, c'est plus facile pour nous autres d'imaginer les conséquences, bien entendu. Mais même avec un souhait de résoudre les conflits, ça a des conséquences aussi qu'il faut prendre en compte. Ça veut pas dire... Puis il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de on devrait faire ça, on ne devrait pas faire ça. La fin est une claque aussi. Parce que justement, dans le fond, ce Ken Follett, justement, essaie de ne pas donner la réponse au lecteur non plus. Donc, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est juste que la seule chose que je dirais quand j'ai dit à partir du 2 tiers, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu décrocher. Donc, la limite pour moi entre une excellente lecture et le coup de cœur, disons, en ce moment, c'était une excellente lecture. Je pensais que ce serait un coup de cœur. Jusqu'au 2 tiers, je pensais que ce serait un coup de cœur. Parce que les Ken Follett, souvent, ça vient me chercher automatiquement. Mais à partir du 2 tiers, j'ai réalisé que c'est quand même très... Puis pourtant, je l'ai lu en langue originale, parce que des fois, les traductions françaises, ça peut faire ça. Mais c'était quand même très... Je sais pas comment dire ce que c'était. C'est pas que c'était dégoulinant de bons sentiments, parce qu'on est dans un roman qui parle de guerre, mais je pense qu'on essayait de mettre beaucoup de... qu'on essayait de donner au lecteur le temps de souffler, ce qui était très apprécié d'ailleurs, avec des moments d'humanité bienveillante ou d'humanité positive, même dans le cœur de ce qu'on pourrait considérer comme les méchants, entre guillemets, parce qu'en fait, dans ce roman-là, on ne sait plus trop qui sont les méchants et qui sont les bons. C'est ça qui est intéressant. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que, comme ça se veut un roman réaliste, j'ai trouvé ça un peu moins plausible. C'est ça, je pensais. Il y a peut-être, à partir du dernier tiers, j'ai trouvé quelque chose un petit peu moins plausible dans les relations interpersonnelles. Donc, dans l'évolution de la vie des personnages puis des relations entre eux, parce que, ben moi, j'étais contente de ça, mais il y a beaucoup de choses qui se terminent plus positivement que qu'est-ce que réalistement ça pourrait se terminer. Comment réellement ça pourrait se terminer, parce qu'on parle ici d'humain en situation de stress constant. Bien sûr que l'humain peut réserver plein de surprises puis des fois réagir spontanément, positivement dans un contexte où on pourrait s'attendre de cet humain-là de réagir autrement. Mais tu sais, il y avait souvent comme des petites fins un petit peu hollywoodiennes, entre guillemets. Donc, j'ai senti un petit peu plus le côté... quand même un peu un billet américain, mais c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement impliqué l'Angleterre là-dedans. On implique vraiment comme les États-Unis, la France, la Chine, le Tchad, la Corée, les deux Corées. Puis dans ce cas-ci, dans le fond, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu fumer américain. Pas dans le sens où pas jusqu'à offrir une fin américaine, mais dans toutes les petites sous-histoires, c'était un petit peu plus rassurant hollywoodien, mettons. Il y avait un petit peu... C'était un peu édulcoré par moments. Puis moi, ça m'a fait du bien, là. J'étais comme contente, je souriais pour ces moments-là parce que c'était des rares moments où j'ai souri, parce que le restant du temps, j'étais comme « Oh my God, c'est tellement juste comme plume, puis tellement... »
sournois, puis ça te joue dans la tête, puis t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là et tout. Donc, j'étais bien heureuse de rencontrer ces moments-là, mais c'est vrai que plus ça allait dans le roman, puis plus pour moi, ça m'a peut-être fait juste un tout petit peu décrocher, parce qu'on dirait que je me disais, euh, j'arrive plus totalement à croire que c'est réaliste, parce que dans la réalité, il me semble que ça pourrait pas se finir comme ça, même si je souhaite que ça se finisse comme ça. Donc, c'est dur de vous en parler sans vous en dire trop. Fait que c'est pour ça que ça fait un petit peu décousu, mais excellente lecture. Si jamais vous avez envie de découvrir, d'en apprendre plus, c'est quand même un cours de politique 101. Juste vous dire, par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est politique, vous n'allez pas trouver votre compte là. Parce que c'est tout ce qui est coulisses du pouvoir. Dans les différents pays, dans les différents systèmes politiques, à travers les différents régimes et de services secrets et tout ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est quand même très présent. Mais si jamais vous avez envie d'avoir une prise de conscience, un choc, une réflexion forcée, en même temps peut-être avec un grand frisson d'inquiétude peut-être quand même. C'est vraiment un livre à lire et comme je vous dis, là, je ne l'ai pas lu en traduction française, mais absolument les traductions de Ken Follett en français sont quand même bien intéressantes. Donc, il existe aussi en français depuis longtemps pour rien au monde et il existe même en format poche. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer puis que vous voulez l'avoir en moindre coût, vous pouvez l'avoir en format poche. Mais moi, voyez-vous, je l'avais trouvé en usagé, ce livre-là. Puis, il me semble. Oui, j'ai pas payé plein prix, ça c'est sûr. Je l'ai trouvé en usagé, mais sinon, il est dans toutes les bibliothèques. Je peux vous dire, Campagne bibliothécaire est dans toutes les bibliothèques. Alors voilà, c'est donc ma dernière lecture de ce vlog-ci. Je suis bien contente d'avoir réussi à alterner pour aujourd'hui. C'était pas prévu, mais j'ai tellement été prise par ma lecture hier que j'ai fait beaucoup avancer. J'ai lu en lecture papier aussi en soirée. Puis ben là, aujourd'hui, ça a donné que j'avais plus de trajets à faire, donc j'ai pu finir ma lecture. J'étais bien contente. Alors j'espère que cette semaine-ci vous a plu, même si elle était plutôt avec une grosse lecture d'arrière-plan et des petites lectures complémentaires. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé ça, pouvoir discuter avec vous au fil de la semaine. Puis, ben, écoutez, je sais pas trop qu'est-ce que je me prépare pour la semaine prochaine, mais vous allez en savoir plus dans le prochain vlog. Puis, vous, d'ici là, ben, n'hésitez pas à me partager vos lectures en cours. Par exemple, est-ce que vous avez déjà lu du Ken Follett? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, Ken Follett, c'est juste les piliers de la Terre? Est-ce que vous avez découvert ces autres séries ou ces one-shots? Ceux-là, c'est un tome unique. Donc, il en a fait beaucoup quand même des livres de tome unique. C'était toujours en lien avec des événements historiques. Donc, est-ce que vous en avez découvert certains? Est-ce que vous m'en recommanderiez? Puis, comment vous trouvez l'expérience, vous, de Livre Audio? Dans ce cas-ci, je peux vous dire que pour moi, ça a été une bonne expérience. La narratrice je pense que j'ai eu un coup de cœur total pour la narratrice, par contre. J'ai jamais vu une narratrice aussi habile que ça. Ben oui, j'en ai déjà vu, mais rarement. Je sais pas comment elle a fait, mais j'ai compris tout ce qu'elle me disait. Elle changeait de personnage, elle changeait de pays, de type de personne dans la société sans aucun problème. C'était zéro caricatural, puis c'était tellement clair. Donc, est-ce que vous avez tenté le coup aussi du Ken Follett en audio? Si jamais vous avez tenté le coup, ou si vous demandez si ça vaut la peine, sachez que ça se fait très bien. Par contre, peut-être que ce serait plus à écouter, pas en conduisant. Là, moi, c'est parce que je suis comme un peu une vieille routarde du livre audio, fait que je suis rendue habituée maintenant à savoir qu'est-ce que je suis capable de tolérer comme niveau de complexité de livre audio. Mais sinon, ça peut être intéressant de se faire raconter ça. En fait, c'est plus terrifiant de se faire raconter ça que de le lire en papier, je vous dirais. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Et puis, ben, je vous souhaite quand même d'ici là de joyeuses lectures, que ce soit des grosses briques ou pas, que ce soit du Ken Follett ou pas. Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine!